Bonjour ou encore bonsoir, et bienvenue sur cet épisode où nous avons rencontré une nouvelle artiste qui se prénomme Alizée. Nous sommes désolés pour les bruits de fond, mais nous étions dans un café où il y avait beaucoup de monde. Bref, je vous laisse avec la suite. Eh bien, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter? Du coup, je m'appelle Alizée, sur Instagram Exoliri, et je suis dessinatrice de bande dessinée. Et donc du coup, quel est ton parcours et comment es-tu arrivée dans le monde de la BD? Alors moi, mon parcours, il est très très différent parce qu'à la base, moi, j'étais censée être ingénieure. J'ai fait des études d'ingé, puis après, j'ai poursuivi avec un master d'architecture en Chine. Et j'ai commencé à travailler 3 mois et mon patron voulait pas me laisser de jour de congé pour aller voir mon dessinateur favori, donc j'ai démissionné. Et après... Raison valable. Et après ça, j'ai tenté de me lancer dans la bande dessinée et pour l'instant ça a réussi, je pense. Du coup, est-ce que tu as une formation plus professionnelle ou en autodidacte? Complètement autodidacte, de vidéos YouTube, d'observation, ouais, vraiment full autodidacte pour le coup. Et donc du coup, oui, t'as des diplômes d'ingénieur et donc en architecture. Et donc si t'étais pas dans la BD, que penses-tu que tu ferais? Sûrement pas consultant. Probablement quelque chose qui soit cohérent avec mes valeurs, quoi qu'il arrive. Peu importe le domaine, mais voilà, quelque chose de... D'où est-ce que tu tiens ton inspiration, que ça soit personne, lieu, d'autres œuvres? Je tiens vraiment mon inspiration principale de ce dessinateur favori qui s'appelle Kim Jong-gi, et aussi beaucoup du cinéma parce que je suis pas tant quelqu'un qui aime et lit beaucoup de BD. J'adore le cinéma. Et la BD, je trouve ça juste sympa parce qu'on peut tout faire tout seul. Voilà. Y a-t-il un genre que tu aimes lire ou regarder mais que tu n'aimes pas créer? Oui. Moi, j'adore Inyo Asano, qui fait beaucoup d'œuvres très introspectives, etc. Mais je trouve que en dehors de lui, toutes les personnes qui font des œuvres introspectives, ça ressemble à un truc égocentrique, un peu chialeuse. Donc je trouve que c'est super dur à écrire et je voudrais pas du tout avoir à écrire ça. Est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais à tout prix explorer? Je suis désolée, des fois j'aurais besoin de réflexion, mais je sais pas, je pense pas parce que tu vois là le thème que je suis en train d'écrire, si tu m'avais demandé, jamais j'aurais pensé écrire ça en première BD, mais jamais, parce que du coup je parle du Moyen-Orient et moi j'ai eu genre 9 sur 20 au bac d'histoire sur le Moyen-Orient, c'était vraiment, mais jamais je parle de ce sujet, tu vois, donc je pense pas, je préfère me laisser surprendre. Ouais. Est-ce qu'il y a une part de toi-même dans ton travail? Oui, je pense forcément. Je pense que j'ai retranscrit mes relations ou des choses comme ça à travers les personnages sans que ce soit visible pour le lecteur, mais forcément dans les émotions, on est obligé de mettre une part de soi. Est-ce que tu comptes un jour créer une BD avec un message engagé? Du coup, moi, la première BD là sur laquelle je suis en train de travailler, c'est une adaptation de Incendie de Wajdi Mouawad qui parle de la guerre civile au Liban et donc qui est très actuelle parce que la guerre civile au Liban, c'est aussi un des rouages de la guerre qui se déroule maintenant entre Palestine, Israël, Iran. Et je trouve ça très difficile de porter une BD engagée, surtout sur un sujet qui est polémique comme celui-ci, parce que ça te fout dans une case. Mais c'est pas vraiment comme si j'avais choisi. Ça m'a happé. Voilà. Alors bon, du coup, on va passer au niveau processus créatif. Comment se déroule ton processus créatif? Moi j'utilise pas mal mes compétences que j'ai acquises
en architecture, donc par exemple, tous mes décors, je vais d'abord les modéliser en 3D. Et c'est comme ça qu'après, je vais faire mes storyboards où vraiment j'ai une caméra à l'intérieur et je prends mes plans comme au cinéma. Et donc je suis quelqu'un qui est très influencé par le monde de l'animation et le cinéma, comme ça. Et sinon après, je pense que les autres ils vous diront la même chose, c'est storyboard, crayonné, ancrage. Et puis c'est Hiroyuki Oshima, le coloriste de The Tribe, qui se charge de ma couleur. Voilà. Et du coup, quel outil tu utilises? Moi je suis au numérique parce que ça a l'avantage d'être pratique pour les corrections. Ça va plus vite, c'est plus facile d'échanger rapidement. Mais j'ai une attache très forte pour le traditionnel et j'ai hâte de pouvoir y revenir. Voilà. Et donc du coup, est-ce que tout est prévu ou alors tu laisses une certaine place à l'improvisation? Il y a une pipeline et on déroge pas souvent à cette pipeline, mais après on se laisse souvent le temps de la réflexion pendant le storyboard. Enfin moi un storyboard, en fait comme je fais mon ancrage en même temps, je me laisse des mois et des mois de réflexion pour l'élaborer et c'est là qu'il y a la part de surprise et d'imprévu. Et est-ce que tu penses que tu préférais travailler seul ou en collaboration? Travailler en collaboration, ça m'apprend beaucoup de choses, surtout à mes débuts. Il y a, par exemple, les couleurs de ma BD sont absolument magnifiques grâce à Hiroyuki. Et c'est aussi une surprise à chaque fois, c'est très chouette de lui transmettre une planche et de voir comment il la magnifie. Mais je pense qu'à l'avenir, malgré tout, j'ai une attache à travailler seule parce que je suis un peu têtue, parce que j'ai mes propres idées, que j'aimerais beaucoup voir ces idées mises en place. Quelle est la chose la plus inattendue qu'un collaborateur ait pu apporter à un projet ou ait pu te dire? En vrai, que Wajdi Mouawad accepte de me léguer ses droits pour, c'est complètement inattendu, c'était complètement, pour te dire, moi, en fait, à la base, j'ai entendu un podcast de Wajdi Mouawad, et je suis tombée amoureuse de son écriture, et j'ai commencé à l'adapter de mon côté en me disant, je vais en faire un fanzine pour m'entraîner. Et JD, il m'a dit non, essaye de le contacter. Et en fait, quand je l'ai contacté et que je lui ai montré mes dessins, il m'a dit tu m'as touché, tu m'as ému. Et moi, c'est vraiment le plus beau truc que je peux entendre, quoi. Donc ça, vraiment, me donner ses droits pour adapter son œuvre, son bébé, quoi. Ça m'a touché. Est-ce que tu peux nous faire une journée type? Je me réveille à 9h. Après, souvent, je vais faire des trucs chiants qui nécessitent un cerveau, du style l'administratif. Je prends une part importante quand on est artiste-auteur, on est aussi des gestionnaires d'entreprise, c'est hyper important de le savoir. Et après, je pense que je vais faire... je vais aussi préparer mes cours parce que je donne cours. À côté, ça me permet d'avoir un complément de revenu. Et puis après, je vais faire tout. En fait, je vais faire du plus qui me nécessite du cerveau jusqu'au moins dans ma journée. Donc, une bonne gestion du temps. C'est ça. Donc tout ce qui va être storyboard, où il faut être très focus, j'arrive même pas à écouter de la musique pendant ce temps-là. Je fais du qui me nécessite le plus de cerveau au moins de cerveau, donc je vais faire le storyboard sans musique, etc. Comme ça, je suis bien focus. Puis après, tout ce qui va être étape d'ancrage ou de préparation des couleurs, ça, je peux le faire à minuit, 1h du mat, c'est pas grave. Ça ne me demande rien du tout. Mais on travaille toute la journée, en réalité. Ça m'arrive souvent d'arrêter de bosser à minuit. Donc du coup, tu as parlé couleurs, mais comment tu choisis tes palettes? Comment justement tu choisis tes couleurs? Alors du coup, c'est très compliqué. Alors du coup, ça va surtout être Hiro qui va faire ce choix final et qui va faire aussi le choix de quel brush il utilise, etc. Moi, je vais lui suggérer des choses
Et la manière dont je choisis, ça va être en prenant des références d'artistes que j'aime, mais aussi le fait d'être allé au Liban me permet de me rendre compte des couleurs de là-bas. Je trouve que c'est hyper important quand on fait un projet d'aller sur place pour se rendre compte. Du coup, t'as parlé d'incendie juste avant. Comment est-ce que t'es arrivé dans ce projet? Du coup, ce projet c'est un peu mon bébé du coup, parce que comme je t'ai dit, j'ai écouté un podcast, j'ai fait mon fanzine à partir de ce podcast. J'avais adapté un petit conte en fanzine qui s'appelait L'oiseau amphibie. Et donc avec JD, on a offert L'oiseau amphibie à Wazim Awad, qui a été très touché et qui a accepté de nous donner des droits d'adaptation. Et pour dire, moi, ça m'avait énormément surprise parce que juste avant, j'en parlais à ma petite sœur et elle m'a dit, mais incendie, c'est ce que j'ai eu au bac de français. Et j'ai dit, quoi? Sérieusement? Donc ouais, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur ce projet. Et après, avec l'idée, on l'a présenté aux éditions Dupuis, qui ont tout de suite accepté parce que ils adorent cette histoire. Je sais pas si vous la connaissez ou quoi. On en a entendu par-ci par-là. Séverine nous en a bien parlé. En parlant avec Ah Séverine. ouais? Même Séverine? Ouais. Trop marrant. On a fait de la pub. Ah, ça fait plaisir en vrai. Parce que grâce à JD, du coup, ça va être vraiment un projet ambitieux. C'est ça où moi j'avais pas du tout ça en compte, quoi. J'avais pas du tout la vision de ça. Mais lui, il veut faire un air libre, qui est une sorte de collection premium un peu chez Dupuis. Et moi, c'est ma toute première BD. Donc c'est hyper intimidant, c'est se frotter à vraiment des grands noms, tu vois, et ça c'est vraiment incroyable. J'ai l'impression d'être une braqueuse dans ce milieu puisque j'arrive sans rien savoir. Je sais pas ce que Spirou. Et donc du coup pour toi, quel a été le plus gros défi sur cette œuvre? Il y en a... Alors il y en a plusieurs déjà. Moi je n'avais pas le niveau technique quand on a commencé cette œuvre. Et donc JD m'a fait recommencer une planche test. Franchement, une vingtaine de fois. Et donc pendant un mois, tous les jours, je renvoyais une planche et c'était pas bon. Et je disais rien, je la recommençais, quoi, tu vois. Je me plaignais pas. Et maintenant, mon niveau convient. Et la deuxième chose, c'est de toujours rester fidèle à la voix de Wazi, à la voix des Libanais. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, j'y mets tout mon cœur. Donc, voilà. Est-ce que t'aimerais plus tard participer à des événements? Des événements genre Angoulême, des choses Ouais. comme ça. Ouais, avec grand plaisir en vrai, même si c'est intimidant. Je crois que je m'imagine le pire scénario où genre les gens ils arrivent à me balancer des tomates. Mais non. Non, Je pense c'est... pas. Ouais. En vrai, si, je pense que c'est aussi le kiff qui va avec, de rencontrer son public. Mais je trouve ça aussi intimidant, voilà. Du coup, avant Incendie, est-ce qu'on t'a déjà proposé un projet ou des idées que t'as refusées? Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui sont pas sérieux aussi. En vrai. Il y a beaucoup de... Et puis en plus, moi je suis une fille. C'est aussi que j'avais jamais vraiment eu de projet sérieux qui m'était présenté sur la route. T'as dit que t'étais vachement inspiré par l'animation et que tu utilisais de la 3D pour faire tes paysages. Est-ce que t'es attiré par d'autres médias? Ouais, je pense que... Alors, j'adore l'animation, le produit final, mais je me vois pas travailler dans une équipe d'animation, je pense. Mais j'adore l'objet du storyboard d'animation. Je trouve ça hyper cool, hyper inspirant dans les choix, dans le mouvement que nous on n'a pas, dans le son. Mais ouais, je pense aussi la musique, je suis trop contente de pouvoir en écouter quand je travaille et pas en faire parce que c'est insupportable quand j'en fais.
Mais en fait, les autres médias, ça va plus être des sources, quoi, tu vois. La BD, c'est ma respiration. Donc, Alors donc du coup, après Incendie, as-tu une autre idée de projet, quelque chose qui va suivre ou pour le moment tu es vraiment juste concentré sur ça? avec Raphaël Rivero, on aimerait mettre en place un projet qui s'inspire de la vie de Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac, c'est la sœur de Catherine Deneuve. C'était elle qui voulait devenir actrice au lieu de Catherine Deneuve. Et c'était elle la sœur dans Les Demoiselles de Rochefort. Et en fait, elle est décédée juste avant de voir le succès des Demoiselles de Rochefort dans un accident de voiture. Et je trouve que l'histoire est ultra dramatique. Et je la trouve... Il y a de quoi en faire une belle histoire quoi qu'il arrive, finalement. Ouais, en fait, ouais, tu vois, je pense que il y a un truc à faire sur le lien entre sœurs, le lien au succès, et Catherine Deneuve, qui est aujourd'hui un peu une immense actrice française, qui est un peu aussi actrice pour deux personnes, en fait. C'est comme si elle était... Donc ça serait trop chouette qu'on mette ça en place. Donc du coup, on sait que tu commences seulement dans le milieu, mais est-ce que tu as déjà un retour de lecteur ou un retour d'autres artistes qui t'a marqué parce que ça t'a vraiment touché? Déjà pour commencer que JD m'accorde du temps, c'est déjà un magnifique retour parce que pareil, un peu comme toi, moi j'ai envoyé un message sur Insta en me disant et franchement en plus là je m'imaginais pas du tout devenir autrice de BD à ce moment-là. Je dis écoute, je sais pas quoi faire de ma vie, je peux prendre un café. Vraiment. Comme ça je te montre mes dessins, tu me donnes des indications et puis je sais pas parce que moi j'ai pas d'artiste dans ma famille, donc je m'imaginais pas que c'était possible de le devenir. Et donc ça m'a touchée. Et puis après en fait je dirais qu'à chaque fois que quelqu'un qui n'est pas dans le milieu me fait des compliments, ça me touche aussi énormément. Et surtout, tu vois, en gros, j'expose à Paris dans une petite galerie de street art. Et là, des fois, il y a des gens que je connais pas qui achètent mes trucs. Et ça reste un mystère pour moi. Et je trouve ça dingue, en fait, genre, tu vois, que t'achètes pas juste parce que tu veux me faire plaisir, juste parce que ça t'a touché. Genre là, waouh, tes dessins ils sont exposés chez quelqu'un. Mais oui, c'est ça, je suis en mode, mais c'est incroyable. Et je ne connais pas cette personne et c'est hyper touchant, ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Hormis le culot. Ouais, le culot et je veux pas dire ne te lance pas, mais accroche-toi. Accroche-toi sérieusement. Considère que c'est une entreprise. Considère que c'est un truc très sérieux. Sois sérieux sur ton URSSAF, sur ton AGESA, sur tes factures, sur tes clients, sois ferme. Et entoure-toi de gens, mets-toi avec un réseau et apprends à donner avant de recevoir. Prends du plaisir derrière tout ça, mais ouais, moi je sais que par exemple j'ai des élèves dans l'endroit où je donne des cours et ils sont encore des enfants, et dans ce milieu comme on est artiste, on se dit c'est un rêve d'enfant, donc il y a que des enfants, mais en fait si on est des enfants on se fait bouffer dans ce milieu, donc c'est hyper important d'être très professionnel. Et donc pour toi, quels seraient les pièges à éviter? De mal déclarer son URSSAF. L'URSSAF, c'est vraiment ton ami parce qu'il est là dans les meilleurs comme dans les pires moments. Mais il sera toujours là. Il est dans sa bio Instagram. Carrément. Non, mais non, je blague, mais par exemple, faut savoir que l'URSSAF va te prendre une vingtaine de pourcents quand tu vas commencer à faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire 10 000 € bruts par an. L'AGESA va te prendre 8% de plus. Donc à la fin, ça peut coûter cher. Donc en fait, facture en conséquence. Facture. Je sais plus c'est quoi la question de base. Les pièges. Les pièges. En fait, il y en a tellement.
Mais peut-être que déjà ne pas se braquer sur une mauvaise expérience. Moi, genre par exemple avec Métal Hurlant, peut-être que JD vous en a parlé, mais on m'a signé un contrat, j'ai fait 9 pages et ils m'ont jamais publié, jamais payé, donc ils me doivent 1 800 €. J'en ai rien à faire. J'ai Chrisson, enregistrer les noms. C'est des semaines de boulot. Oui, c'est ça, c'est des semaines de boulot. Et en fait, moi, tu vois, sur mon contrat, apprendre à bien lire son putain de contrat, signer, il y a écrit souvent dans les contrats, c'est une clause, c'est confidentiel, ne le faites pas lire. Faites-le lire à des professionnels autour de vous, faites-le lire à des juristes. Mettez-vous proche d'un snack, d'un syndicat, pour lire vos contrats, parce que genre moi il y avait une clause qui disait paiement à publication et j'ai jamais été payée, ils ont pas publié, donc voilà, donc ce genre d'indication, je pense que c'est rapprochez-vous de syndicats pour lire vos contrats et voilà, vous braquez pas sur une mauvaise expérience. Alors avec tout ce que tu viens de nous dire, quelle a été la plus grande leçon du coup? Je sais pas, j'ai l'impression que C'est j'avance. la question qui passe, hein. Ouais, moi j'avance vraiment dans le brouillard, tu vois. Je sais pas trop, je me laisse porter par le vent, mais je dirais peut-être être un peu maître de sa vie, quoi, tu vois. Moi, quand j'ai expliqué à ma mère que je quittais un boulot d'ingénieur bien payé pour pour aller faire la saltimbanque. Souvent ça plaît pas. Non, forcément ça lui a pas plu. Mais à la fin, on n'a qu'une seule vie. Non mais tu vois. Bon, elle doit être fière de ce que t'as accompli aujourd'hui. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'ai pu partir dans un pays qui est en crise. Moi, ça faisait partie des choses à faire qui me semblaient inimaginables avant. Enfin, du coup, je m'imagine à 100% vraiment, tu vois. Et voilà, je pense que c'est être un peu maître de sa vie et puis tenter autour de soi quand tu fais un métier comme ça de partager la force de ce métier, de partager avec les enfants, de partager Et donc, du coup, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, qui ça serait? Ben, je pense que j'aimerais beaucoup travailler avec des artistes de ma génération, de mon niveau, tout ça. Donc en vrai, je serais très contente de travailler très bientôt avec Raphaël. Raphaël Ribeiro. C'est tout simplement, hein, genre, j'ai pas de rêve de grands artistes parce que j'aime bien les lire, mais je me vois pas bosser avec eux. Voilà. Est-ce que t'as une anecdote étrange, amusante à partager? Là, qui me vient en tête, je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête. Les gens répondent généralement. Oui, on en a eu. Le Labrador. Séverine nous a expliqué qu'il y avait un client qui était venu donc à BDRama et qui était vraiment sûr de lui. Il a demandé un Labrador. Un Labrador. Les premiers degrés. Totalement perdu. Ouais. Non, mais libraire, en vrai, t'as masse d'anecdotes. Après, il y a GD qui nous a raconté une histoire de douane. Ouais, 2 fois la douane. arrêté avec la douane, avec énormément de matos donc pour aller à une convention. Et puis la douane nous dit bah quand on lui a expliqué que c'était lui JD Morvan, ils n'ont pas cru, ils l'ont laissé passer comme ça. Et je dirais c'est pas vraiment une anecdote, mais quand je suis partie au Liban, généralement je disais que je faisais une œuvre sur Sohab Salah. Et généralement quand je disais ça, si la personne était un peu qu'il aimait la résistance au Liban ou qu'il était pro Hezbollah, généralement il m'ouvrait toutes les portes. Genre il me disait mais viens chez moi, viens, c'est vrai. Je t'emmène aussi mon taxi m'a dit si tu veux je te fais faire un aller-retour en Syrie pour qu'on voit. Non c'est vraiment pas, je suis pas partie pour ça. Non mais du coup je veux dire des fois je trouve ça ouf les portes que ça peut s'ouvrir, de faire des petits dessins et comment ça peut, voilà.
Alors du coup, as-tu une recommandation BD à lire absolument? Alors moi, je suis une aficionado de Inyo Asano. Et je dirais qu'une des œuvres qui m'a le plus poussée, c'est la fille à la plage. Voilà. Je sais pas si je suis plus, ouais. Bon, bah on va finir là. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Je crois pas. C'est parfait. Ça va être tout bon, merci. Merci à vous. Bah merci à toi. Ça va, nos questions, ils ont fait pas trop percher. Non, mais tu sais...